Le chant de la Renaissance, entretien avec le tueur Liu. Extrait adapté de l'auteur L'Inquinxuan, section 1. La visite de l'auteur à Liu en prison. La chaleur s'est soudainement abattue sur la ville. Difficile d'imaginer qu'il y a seulement une semaine, une vague de froid venait de passer. Bien que le printemps se soit momentanément dissimulé, il a été réveillé par une chaleur venue d'on ne sait où. Les capoquiers de la rue René semblaient avoir fleuri tout à coup. En me promenant le long de cette avenue bordée d'arbres, je remarquai que les capoquiers, encore nus quelques jours auparavant, s'étaient enflammés l'un après l'autre comme des lanternes allumées, formant des auvents flamboyants. Certaines fleurs, déjà fanées, étaient tombées au sol. En ramassant quelques boutons, je constatai que certains étaient encore rouges, mais n'avaient pas encore éclos, balayés trop tôt par le vent printanier. Je levai les yeux vers celles qui étaient pleinement épanouies et pensai tristement. Dans quelques jours, elles tomberont elles aussi. Seule la précocité de leur chute fera la différence. Derrière un mur, 2 mûriers débordaient de fruits aux teintes vertes, bleues et violettes. À la campagne, ces fruits sont un rare délice printanier, mais ici, en ville, personne ne les connaît, tout comme peu savent que les capoquiers produisent du coton. J'en cueillis quelques-uns, à peine mûrs, pour les goûter, un peu de douceur, un soupçon d'amertume. Je repensai à ce que l'animateur radio m'avait demandé, 20 minutes plus tôt, à 2 rues d'ici, que pensez-vous de l'exécution de Liu ? Ce matin même, à l'aube, il avait été fusillé. Les 2 coups de feu résonnaient encore au sommet des capoquiers. Sur le moment, je ne sus que répondre. Ce n'est qu'en goûtant ces mûres, ni tout à fait mûres, ni tout à fait vertes, que je compris cette sensation étrange. Un peu de douceur, un peu d'amertume. Douceur, parce qu'à chaque fois que j'entends un jeune se réveiller à la vérité de la vie, s'ouvrir à l'amour et au don de soi, cela me fait sourire jusque dans mes rêves. Amertume, parce que cette prise de conscience est impossible à transmettre, invérifiable. Et que la situation la plus cruelle dans la vie, c'est peut-être de devoir affronter la mort à peine réveillée de la nuit. Comme une fleur de capoc qui tombe avant même d'éclore. Mais ce n'est pas tout. Pour nous, ballottés dans l'océan du karma, tant d'aurores et de printemps arrivent trop tard. Tant de réveils essentiels surviennent toujours trop tard. Liu, de son vivant comme après sa mort, fut vivement débattu. Ses crimes, son éveil, ses actions maléfiques, ses actes de bonté, ses paroles avant l'exécution, ses cris. Les gens en discutaient avec passion, comme on parle des fleurs de capoc ou des arbres de baudier au printemps. Mais très vite, les fleurs tombent et plus personne n'en parle. Le changement du tueur sera vite oublié, aussi vite que l'on en débattait avec ardeur. Et pourtant, Liu était un homme inoubliable. L'automne dernier, Mademoiselle Wang m'a téléphoné pour me dire que Monsieur Liu, autrefois classé comme le criminel le plus recherché, exprimait ardemment le désir de me rencontrer avant sa mort. Il avait lu de nombreux ouvrages de moi en prison, en particulier la série Body, qui l'avait profondément touché et éveillé à de nouvelles compréhensions de la vie. Mademoiselle Wang m'a demandé « Monsieur Lin, seriez-vous disposé à le rencontrer ?» Elle a ajouté « Votre visite aurait une grande importance pour lui. » Bien que je n'ai jamais imaginé que mes écrits puissent toucher un condamné surnommé le tueur au visage impassible, j'ai accepté sans hésiter. Section 2 Liu, son passé criminel. Depuis la porte principale du centre de détention de Tucheng jusqu'à la cellule des condamnés à mort, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les portes en fer. Nous avons franchi cette porte en tout. Monsieur Liu était déjà là, assis en tailleur, m'attendant depuis un moment. Le thé dans son thermos fumait encore. Dès qu'il m'aperçut, il se leva d'un bond, me serra chaleureusement les mains avec enthousiasme. Il était visiblement ému, mais très poli. La cellule de Monsieur Liu était plutôt bien équipée. Une jarre d'eau, une toilette, une étagère, un bureau, un autel et un petit téléviseur. Ces dernières peintures recouvraient les murs,
Quelques pinceaux chinois étaient suspendus devant son bureau, et sur l'autel trônait une statue de Guangong avec de l'encens fraîchement allumé. Monsieur Liu me parla de sa découverte de mes livres. D'abord un peu timide, la tête baissée, il dit « Un chef de section de la prison m'a donné un de vos textes. À mi-lecture, j'étais ému aux larmes. Le passage qu'il avait ému, il pouvait presque le réciter par cœur. Chaque enfant est un miroir limpide et pur, un grain de blé tombé dans la terre, une flèche lancée dans la plaine, un arbre en attente du printemps pour bourgeonner, chaque adolescent est un monde en soi. Jeunes enfants, ne pleurez pas face à l'échec. » Il leva les yeux, regardant au loin, et dit « Là où j'ai grandi, on ne savait pas que lire pouvait être une si belle chose. Personne ne nous a jamais dit qu'un livre pouvait être captivant. Si j'avais su cela durant mon adolescence, je ne serais jamais allé traîner dans la rue. » Monsieur Liu expliqua que c'est à partir de l'Enfant des Neiges Blanches qu'il avait commencé à développer l'habitude de lire. Quand je me sens anxieux, je lis les textes de Monsieur Lin. Après, je me sens bien plus apaisé. J'ai vu sur son étagère plusieurs revues, et une était même ouverte par terre. Un numéro de septembre 1992. Je lui ai demandé « Tu lis cette revue ?» Il a ri comme un enfant, d'un rire clair. « J'aime tellement vos articles. Un jour, j'ai entendu à la radio que cette revue publiait vos textes. J'ai demandé à des proches de m'y abonner, et j'ai découvert qu'elle était vraiment passionnante. Je lis toujours du premier mot jusqu'au dernier. » En prison, Monsieur Liu lisait régulièrement 2 revues. L'une s'appelait Conférence, l'autre L'Artiste. L'une nourrissait son esprit, l'autre répondait à son besoin de peindre. Il ouvrait les numéros avec excitation et disait « L'article de Monsieur Lin dans ce numéro m'a vraiment ému. » Liu n'était sans doute pas quelqu'un de très expressif. À chaque fois qu'il parlait de ce qui l'émouvait, il baissait la tête. Il montra un passage dans l'article et dit « Ce passage, j'y ai pensé pendant plusieurs nuits. » Il le lut doucement. Nous ne pouvons pas choisir l'époque, l'environnement, la société ni la famille dans lesquelles nous naissons. C'est pourquoi la plupart des gens naissent dans la souffrance. Nous voyons des gens pleins de vie et d'énergie. Hier encore, ils prenaient le thé avec nous, et aujourd'hui, ils sont alités. Nous connaissons de nombreux amis débordants de jeunesse. Hier soir, nous échangions encore des sourires, et ce matin, ils ont quitté ce monde. Les personnes que nous aimons profondément, que ce soit dans le passé, le présent ou inévitablement dans le futur, nous devrons un jour les quitter. Ceux envers qui nous avons des dettes mutuelles, nous continuerons à nous croiser, à être liés sans pouvoir nous libérer ni fuir. Section 3. Son éveil spirituel. Liu disait que ses lectures lui avaient donné une forme de prise de conscience et qu'à travers elle, il avait aussi, émotionnellement, accepté le bouddhisme. Mais du début à la fin, il restait catholique. Nous avons parlé de religion. J'ai été baptisé dès l'enfance, parce qu'à l'église, il y avait du lait en poudre et du sucre. Beaucoup de gens dans notre camp militaire sont devenus catholiques, croyant que c'était la religion des jambons. Mais pour être honnête, je n'avais pas vraiment de foi à l'époque, je n'avais peur de rien. Tu es catholique, et pourtant tueur. As-tu eu des remords après avoir tué ? Ai-je demandé. Un peu, oui. Plus tard, je n'osais même plus entrer dans une église. En voyant une croix de loin, je faisais un détour. Même en passant près d'un temple, je faisais un détour. Tu avais peur ? De quoi avais-tu peur ? Ce n'était pas vraiment de la peur, c'était plutôt de la honte, de la culpabilité. On te décrit comme un tueur au visage impassible, sans la moindre expression, froid et impitoyable. Tu ne ressentais aucune peur en tuant ? Tu ne faisais pas de cauchemars ?
Liu se replongea dans ses souvenirs et dit que la première fois avait été la plus terrifiante. En 1981, en plein jour, il avait tué un membre d'un gang rival avec une dizaine d'étudiants, le massacrant à coups de machette. Il déclara : « À l'époque, on n'avait pas d'armes à feu. Il a fallu de nombreux coups avant qu'il meure. Je me souviens que c'était devant un étal de rue, j'étais couvert de sang, l'étal était renversé, j'étais blessé au pied, et après le meurtre, tout était un vrai champ de bataille. Je me suis enfui dans une ferme à la montagne, où j'ai vécu 3 mois dans la terreur, souvent en sueur froide, faisant sans cesse des cauchemars. » Malheureusement, 3 mois plus tard, Liu n'avait toujours pas pris conscience de ses actes. Il apprit que pour réussir dans la pègre, il fallait se rallier au plus grand gang de Taïwan. Il se fit une promesse. « Si je devais être tueur, je serais le meilleur. » Il rassembla donc ses affaires, laissa derrière lui son influence à Taichung et partit vers le nord, s'engageant sur la voie sans retour du tueur professionnel. Liu déclara : « La deuxième fois que j'ai tué, je n'avais plus aussi peur. Sans doute avais-je déjà perdu une partie de mon humanité. » Ajouta-t-il avec un sourire amer. En peu de temps, il avait tué plusieurs chefs de gangs influents, gagnant en notoriété et devenant le numéro 1 des tueurs à gages. Section 4. Ses remords. Comment est la vie d'un tueur à gages ? C'est tuer, puis fuir, se cacher, être poursuivi par la police et par les autres gangs. Puis tuer à nouveau, et fuir encore. Liu expliquait que la souffrance d'un tueur était difficile à comprendre. Par exemple, dans un restaurant, il devait toujours s'asseoir à la table la plus reculée, dos au mur, pour voir l'entrée et éviter toute attaque par derrière. Au cinéma, il entrait toujours le premier et sortait toujours le dernier, de peur que ses yeux, encore non habitués à l'obscurité, ne le trahissent et qu'il se fasse abattre. Bien sûr, il s'asseyait toujours au dernier rang, non seulement pour regarder le film, mais aussi pour surveiller s'il était observé. Par exemple, il n'évitait pas forcément les lieux publics comme les boîtes de nuit, les restaurants ou les saunas. Mais peu importe l'endroit, il ne se permettait jamais de se saouler. Autre exemple, à un feu rouge, il avait un réflexe, regarder les véhicules de chaque côté pour voir qui s'y trouvait et ce qu'il faisait. Dans la rue, il marchait toujours en vérifiant qu'on ne le suivait pas, se retournant tous les 3 ou 5 pas pour observer les alentours. En écoutant Liu parler de sa vie de tueur, on réalisait à quel point il vivait comme un oiseau effarouché, jamais de bonjour. Ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'il a dit qu'une fois en possession d'une arme à feu, il ne sortait plus jamais sans. Il ne se sentait pas en sécurité sans elle. Un jour, en sortant manger, il sentait son corps penché d'un côté, se sentait mal à l'aise. Après un moment, il se rendit compte qu'il avait oublié son arme. Même sa manière de marcher s'en trouvait affectée. Je lui ai dit : « Si je vois un type qui marche de travers dans la rue, je ferais bien de ne pas l'énerver. C'est peut-être un tueur qui a oublié son flingue. » Tout le monde éclata de rire. Liu, avec émotion, expliquait que beaucoup de jeunes délinquants ou de travailleuses du sexe l'admiraient, le prenaient comme modèle, et chaque jour, des inconnus demandaient à le rencontrer. Il disait : « C'est de l'adoration aveugle. Maintenant, quand ce sont des inconnus, je ne les reçois plus. Ils ne comprennent pas que tueur n'est pas un métier digne. » Et ils oublient souvent que le destin d'un tueur est forcément tragique. Section sont 5 intérêts pour la peinture et la littérature. Liu disait être reconnaissant envers la prison pour lui avoir fait découvrir la lecture, mais aussi la peinture. Pour offrir un meilleur soutien psychologique aux condamnés à mort, l'administration pénitentiaire, dans le cadre légal, proposait diverses aides. Chaque semaine, des moines bouddhistes, des prêtres catholiques et des pasteurs protestants venaient prêcher, enseigner la calligraphie ou la peinture. C'est ainsi que Liu s'est mis à peindre. Il s'est découvert une véritable passion pour la peinture, et ceux qui ont vu ses œuvres pensent qu'il a du talent. Je lui ai dit :
Tu peux nous en peindre une. Bien sûr. Il s'est mis à préparer ses pinceaux sur la table. C'est alors que j'ai remarqué que ses meubles, table et étagères, n'étaient pas en bois, mais faits de carton épais, solidement collés pour ressembler à du bois. Il m'expliqua. Le bois est interdit en prison, alors on se débrouille avec du carton. Sur son mur, des petits bouts de papier cloués, nom de ceux qui avaient commandé des tableaux, dimensions, thèmes. Il dit « Il y en a trop, alors je les affiche pour ne pas oublier. » Je lui dis en plaisantant « Tu es plus prestigieux qu'un grand peintre. Même non pas de commande prévue des mois à l'avance. » Liu sourit timidement. Je crois qu'il n'aime pas tous mes tableaux. Sincèrement. Beaucoup sont des patrons de bars ou de salons spécialisés, ils veulent mes peintures de Guan Yu, Zhong Kui ou de belles femmes. On dit que ça éloigne les mauvais esprits. Il posa son papier de riz, trempa le pinceau dans l'encre et commença à peindre. 15 minutes plus tard, un cheval au galop prenait forme. Liu était trempé de sueur, même sa serviette en coton autour du cou était imbibée. Il déclara « L'été, quand je me concentre trop, le sol est trempé après. » À dire vrai, ses peintures n'étaient pas exceptionnelles. Mais pour un ancien tueur ayant troqué l'arme pour le pinceau, avoir atteint ce niveau en si peu d'années, c'était remarquable. Il priait devant un portrait de Guan Yu qu'il avait lui-même dessiné. Il disait « Prier devant un portrait qu'on a soi-même peint, c'est plus sincère. » Il dessinait aussi Guanyin, la déesse de la compassion, avec des traits doux et compatissants. Peindre Guanyin est difficile. Ce qui est dur, c'est de rendre l'expression de compassion, c'est ce qu'il y a de plus subtil. Monsieur Lin, je sais que tu aimes Guanyin. Un jour, je t'en peindrai une. Ce n'est pas nécessaire, garde-la pour une vente de charité. Ton engagement envers les jeunes filles exploitées, on ne l'oubliera jamais. Section 6. Ses pensées sur la mort. Nous avons ensuite parlé de la mort. Liu disait croire en une vie après la mort, et que lui, ayant commis tant de péchés, irait sûrement en enfer. Mais si c'est le cas, j'accepterai mon sort. Et s'il y a une réincarnation, et que tu n'iras pas en enfer, que voudrais-tu devenir? J'aimerais être policier, un vrai défenseur de la justice. Pourquoi? Parce que les gens du milieu criminel, comme nous, prennent des risques pour leur intérêt personnel. La soi-disant loyauté, c'est un prétexte. Les policiers prennent les mêmes risques, mais pour les autres. Ce sont eux les vrais héros. Puis, il me demanda soudain. « Monsieur Lin, est-ce qu'un tueur va vraiment en enfer ?» Théoriquement, oui. Mais dans le Sutra d'Amitabha, il est dit que même un grand pécheur, s'il se repent sincèrement, s'il a une pensée pure au moment de mourir et aspire à la terre pure, il peut être sauvé. Sinon, pourquoi dirait-on « pose le couteau » et devient Bouddha sur place? À ces mots, son visage s'adoucit. Comme notre rencontre touchait à sa fin, je lui fis mes adieux. Il me serra la main très fort et dit « Merci, monsieur Lin. Merci. » Je traversai le sombre couloir des condamnés à mort. À chaque porte de fer, il fallait signaler sa sortie. Dans ce labyrinthe d'ombre et de lumière, je pensais à Liu, un jeune homme en pleine force, plein de potentiel, talentueux. Comment en était-il arrivé là? Était-ce uniquement sa faute? Avant de partir, je lui ai demandé « Si tu meurs, que veux-tu que je dise aux autres en ton nom? As-tu un dernier message ?» Il répondit « Je veux dire 2 choses aux jeunes. Lisez. C'est votre avenir. Et apprenez à faire le bien. Ne faites pas comme moi. » Puis il ajouta
Continuez à écrire, Monsieur Lin, pour sauver les âmes qui luttent aux portes de l'obscurité. Je sortis du couloir en pensant à tout cela. Et j'en avais les larmes aux yeux. Section 7. Ces dernières paroles, 2 jours avant son exécution, je reçus une lettre d'adieu de Liu, transmise par Mademoiselle Wang. Il y écrivait « Je suis un pécheur, parmi les pécheurs je suis le pire. Le bambou est sans intention, et pourtant des branches jaillissent. Pieds nus, je parcours montagnes et vallées, mais le ciel n'empêche pas les nuages de voler. Le bon combat est achevé. L'appel de Dieu est proche. J'espère que les graines que j'ai semées, chez les détenus et les jeunes à la dérive, porteront leurs fruits, qu'elles donneront d'autres graines, d'autres fleurs. Ce qui m'a le plus ému, c'est cette phrase. J'attends l'au-delà avec une tendresse et un respect infini. Peut-on écrire cela sans un profond repentir? Mais pourquoi ce repentir ne vient-il qu'après tant d'hiver? Combien de Liu existent dans ce monde? Ne pourrait-on pas leur offrir, dès le départ, une meilleure éducation, plus d'amour et des valeurs plus justes? Le printemps est vraiment arrivé. Il est temps de ranger les vêtements d'hiver. Les azalées sourient au vent printanier, insensibles aux regrets humains. Chacun dans la foule poursuit un avenir incertain. Le chant funèbre d'un tueur ou la chute d'une fleur de capoc seront vite oubliés. Le cycle de la vie, la vérité du karma, le passage du temps, les douleurs de l'amour et de la mort, tout cela est impitoyable par nature. De retour chez moi, j'ai dit à mes enfants: les fleurs de capoc au bord de la route sont magnifiques, et les mûres sont délicieuses. Un jour, papa vous emmènera en manger et admirer les fleurs. Le printemps est vraiment là. Tout renaît. Chaque fleur, chaque fruit, chaque nuage nous parle de renaissance. Et au printemps 1993, un condamné sincèrement repenti a chanté, avec la terre, le chant de la Renaissance. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittuofo, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta.
L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.